On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une petite FAQ. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je reçois encore beaucoup de questions par mail. J'essaye d'y répondre au mieux. Mais du coup, forcément, des fois, il y a des petits embouteillages. Donc, du coup, je fais des FAQ pour pouvoir finalement répondre plus vite à tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai sélectionné plusieurs questions un petit peu variées sur l'activité de secrétaire indépendante. Je crois qu'au milieu, il y a une question juste sur le métier de secrétaire. Donc, bref, il y a quelques questions. J'ai essayé d'y répondre au mieux, de la manière la plus précise possible. Donc, j'espère que ça vous plaira et surtout que vous obtiendrez toutes des réponses à vos questions. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et avec un simple BEP en poche, en 2010, j'ai décroché un emploi de secrétaire en cabinet d'avocat. J'ai donc par la suite décidé de me spécialiser dans ce domaine et j'ai obtenu mon titre d'assistante juridique. En 2016, poussée par un profond besoin de liberté, j'ai décidé de me lancer en tant que secrétaire indépendante. Et en 2020, j'ai décidé de créer l'école de secrétariat d'Émilie afin d'aider et d'accompagner les femmes qui, comme moi, souhaitent devenir libres grâce au métier de secrétaire indépendante. Alors si toi aussi tu ressens ce besoin de liberté et que le métier de secrétaire indépendante t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés. Ce sont des emails que j'envoie plusieurs fois par semaine et dans lesquels tu trouveras énormément de conseils, de renseignements sur le métier de secrétaire et de secrétaire indépendante, mais également beaucoup de partage de ma propre expérience et de la motivation pour la réalisation de ton projet. Alors, on commence cette petite FAQ avec une question de Samara qui me demande de lui donner quelques informations concernant les logiciels que j'utilise ou du moins qu'une secrétaire indépendante doit avoir pour la recherche clientèle ainsi que la gestion téléphonique des clients et la prise de rendez-vous. Alors concrètement, moi j'utilise un type de logiciel et c'est finalement un logiciel qui me sert pour tout, c'est Word parce qu'avec Word tu peux faire en fait tout ce que tu veux et ça s'adapte plutôt bien à l'ensemble des documents nécessaires qu'on peut avoir à réaliser soit pour notre activité, soit pour celle de nos clients. Ensuite, il existe bien évidemment plein de logiciels de gestion et tout ça dépendra du client en lui-même, s'il a déjà quelque chose qu'il souhaite que tu utilises aussi, ou est-ce qu'il a un domaine particulier qui nécessite un type de logiciel spécifique en fonction. Donc ça, en fait, ça va être à adapter en fonction de chacun des clients et de se servir des logiciels qu'ils ont déjà ou de ceux dont ils ont besoin en fonction de leur domaine d'activité. Pour ton activité, concrètement, tu peux utiliser le basique, donc du coup le pack Office pour pouvoir rédiger tout un tas de documents obligatoires, ou sinon tu peux aussi investir dans un logiciel de facturation. Il en existe plein et tout ça va dépendre finalement en fait, de la manière dont tu veux gérer ton activité, de la somme que tu vas investir aussi dans ce logiciel. Et donc finalement, il n'y a pas de choses spécifiques en particulier. En fait, chacune prend l'outil qui lui convient le mieux finalement. Donc il faut en tester plusieurs et je pense qu'en fait, du coup, avec les essais gratuits, on peut assez vite voir ce qui nous convient le mieux. Ensuite, pour un logiciel vraiment pour la recherche de clients, là, je vois pas trop en quoi en fait un logiciel t'aiderait à trouver des clients puisque finalement, tu peux très bien te servir d'un tableur Excel pour faire un suivi des personnes que tu auras contactées, que tu seras allé rencontrer et éventuellement noter les éventuels retours que tu pourrais avoir. Un logiciel de suivi pour ta prospection, j'en vois pas l'utilité. Après, sinon, il faut voir ce que tu peux trouver, mais en tout cas, moi, j'en utilise pas et j'en ai jamais utilisé. Ensuite, pour la gestion téléphonique des clients, si c'est pour la gestion de tes propres clients quand ils t'appellent, ton téléphone te suffira. Ensuite, pour tout ce qui est gestion d'un standard téléphonique, il va falloir que tu t'équipes d'un matériel spécifique et tout ça, en fait, c'est exactement la même chose. Il en existe des différents, donc il faut que tu vois en fonction de la demande que tu vas avoir, en fonction du type de client et forcément en fonction des tarifs aussi. Donc personnellement, je ne fais pas de standard téléphonique, donc du coup, je n'ai pas ce type de matériel. Mais tu trouveras plein de renseignements assez facilement sur Internet, sur les logiciels que l'on peut utiliser.
Mais encore une fois, avant d'investir dans un quelconque outil matériel, il vaut mieux en fait vérifier que ça va vraiment nous être utile et si ça va correspondre aussi aux clients que l'on va avoir. Donc parfois, il vaut mieux d'abord chercher les clients, savoir de quoi ils ont besoin et est-ce qu'ils utilisent déjà un matériel spécifique ou quelque chose qui doit être adapté et qui doit finalement être compatible pour trouver le bon outil que l'on va nous-mêmes commander de notre côté. En fait, ça sert à rien concrètement de faire des dépenses inutiles tant qu'on ne sait pas exactement quel type de client on va avoir et quels seront leurs besoins concrètement. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour la gestion du téléphone, en fait, le standard, concrètement, en fait, il faut voir si ça va être le principal de ton activité ou pas. Si c'est quelque chose de secondaire, si tu rends service à certains clients ou si tu reçois juste quelques appels de temps en temps, mais que ce n'est pas une vraie gestion de standard, c'est pas nécessaire d'investir dans tous ces outils. Tu peux juste faire un transfert d'appel sur ton téléphone et en fait te servir de ton téléphone que tu as déjà. C'est pas la peine d'aller trop loin en fait. Ça dépend de vraiment l'importance de cette prestation dans ton activité. En fonction de la proportion qu'elle prend, tu vas investir ou non dans du matériel. Voilà. Mais donc en fait, il faut quand même savoir un petit peu où tu vas et est-ce que ça va devenir le principal de ton activité. Et dans ces cas-là, effectivement, il faudra être bien équipé. Et c'est la même chose pour la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, tu peux parfaitement la gérer avec les agendas connectés du type le Google Agenda. C'est parfaitement compatible avec la gestion d'agenda pour tes clients. La seule chose, c'est de savoir si ça va être, encore une fois, quelque chose d'assez annexe à l'activité, si ça va être pour un certain type de clients, mais pas tous, et que voilà, c'est plutôt occasionnel, c'est pas le principal de l'activité de tes clients, de gérer l'agenda, etc. Ou est-ce que au contraire, la prise de rendez-vous, c'est le principal et c'est tout ce que tu vas gérer finalement au quotidien. Et dans ces cas-là, encore une fois, il y a bien souvent avec les logiciels de gestion des appels, etc., des agendas qui sont intégrés. Donc ça, après, ça dépend des formules et des outils en fait que tu vas choisir. Mais concrètement, en fait, ce qu'il faut savoir avant de prendre tous ces renseignements, c'est qu'est-ce que je veux dans mon activité. Est-ce que je veux que ce soit la plus grande partie de mon activité ou est-ce que ça va être juste un petit plus au cas où certains clients me le demandent et dans ces cas-là, c'est pas un matériel spécifique qu'il faut, c'est plutôt voilà, de l'occasionnel et donc dans ces cas-là, on ne va pas investir beaucoup dans cette partie-là. Alors, on continue avec la question de Virginie qui voulait avoir mon avis. Donc, Virginie, tu travailles déjà à temps partiel et tu aimerais éventuellement en fait, devenir secrétaire indépendante sur le reste du temps que tu as. Donc, ce serait une activité à temps partiel et tu te demandes concrètement combien tu peux gagner, enfin, quelle somme tu pourrais te reverser à toi si tu travaillais que les après-midi, si j'ai bien compris et tu me demandes un petit peu quelle charge mensuelle tu vas devoir déduire. Alors concrètement, je ne vais pas pouvoir te donner de montant parce que ça va dépendre en fait, du temps que tu vas passer à travailler réellement pour tes clients sur le temps que tu vas avoir à leur consacrer. Donc, ce qu'il faut, premièrement, c'est que tu détermines le taux horaire que tu envisages de facturer à tes clients. Donc, de cette base de taux horaire, tu vas la multiplier par le nombre d'heures que tu vas effectuer en fait, sur chacun des jours que tu vas travailler et obtenir finalement un résultat sur un mois. Sur ce chiffre d'affaires mensuel, va venir se déduire une part obligatoire qu'on appelle les cotisations. Ces cotisations, elles diffèrent en fonction de l'activité que tu exerces et donc du coup si tu es prestation de service ou autre prestation de service, donc si tu es en BIC ou en BNC. Ce taux de cotisation, il s'élève entre 21,5 et 21,3 donc en fonction de chacune des catégories. Donc moi, à ta place, j'engloberais, je dirais 22, comme ça au moins je suis large, je suis sûre que je n'ai rien oublié. Ensuite, viendra se rajouter éventuellement les impôts si tu optes pour le prélèvement libératoire de cet impôt. Et donc ça, c'est des options et c'est en fonction des choix de chacune. Donc cette partie-là, tu vas venir la déduire à chaque déclaration que tu vas faire, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle. Tu vas avoir ce pourcentage à déduire de ton chiffre d'affaires. Ensuite, va venir se rajouter les charges que tu auras toi-même imposées à ton activité. Donc, est-ce que tu vas souscrire une responsabilité civile professionnelle, donc une assurance RC Pro? Ce n'est pas une obligation dans notre activité, mais personnellement, moi, je le recommande. Donc, c'est quelque chose qui va venir se déduire. Ensuite, est-ce que tu vas souscrire une assurance prévoyance qui va venir en complément
en fait, finalement, de la protection de base de la sécurité sociale, par exemple. Est-ce que tu vas avoir des déplacements à effectuer dans le cadre de tes interventions, de tes missions pour tes clients? Ça va être des frais d'essence qui vont venir se déduire. Ensuite, est-ce que tu vas anticiper tes vacances? Et donc, dans ces cas-là, tu vas peut-être mettre un petit peu d'argent de côté pour pallier finalement à l'absence de revenus à un moment où tu prendrais des congés. Est-ce que tu vas avoir besoin d'acheter de la fourniture, de la papeterie pour réaliser certaines prestations? En fait, tout ça va venir en déduction. Mais tout ça, c'est propre à chacune. On n'a pas toutes les mêmes besoins pour les missions que l'on réalise. On ne fait pas toutes les mêmes prestations et on n'a pas toute la même façon de fonctionner. Donc en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la part obligatoire et indispensable, c'est les cotisations qui vont venir s'enlever, qui vont venir se déduire de ton chiffre d'affaires. Donc tu fais une estimation en fonction du taux horaire, du nombre d'heures que tu peux consacrer à tes clients, donc une estimation du temps que tu peux leur consacrer. Une fois que tu as ce résultat, tu enlèves les 22%, on grossit un petit peu les choses, les 22% pour savoir combien il pourrait te rester et ensuite te dire est-ce que je vais avoir d'autres choses à déduire qui vont être les assurances, les fournitures, les déplacements, etc. Et donc tu devrais pouvoir obtenir la part qui pourrait éventuellement être considérée comme ton bénéfice et donc ton revenu, puisqu'on ne fait pas de distinction entre l'un et l'autre quand on est en auto-entreprise. À cela, bien évidemment, je ne parle pas de la partie impôt qui dépend encore une fois des parts de chacune, de, de notre imposition selon notre foyer fiscal, etc. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'en décembre, on a la CFE qui vient en fait s'ajouter. C'est un impôt qui est dédié aux entreprises et dont tu peux être exonéré les 2 premières années, si je ne dis pas de bêtises, selon le chiffre d'affaires. Donc, en gros, voilà, là tu me demandais vraiment mensuellement. Mensuellement, c'est comme ça que ça fonctionnerait. Et je pense que tu peux déjà te faire une estimation pour voir si tu atteindrais éventuellement, en fonction du temps libre que tu as, le revenu que tu m'as indiqué sur le mail. Alors, on passe au mail de Alexiane. Donc, Alexiane, tu es étudiante et tu aimerais te lancer dans le secrétariat. Tu me demandes si on peut réaliser un stage de découverte dans une entreprise, puis par la suite être embauché. Si le stage s'est bien passé, évidemment. Et où est-ce qu'il faut suivre spécifiquement une formation pour se former dans le métier et si oui, est-elle rémunérée? Alors concrètement, donc tu me demandes ça parce que tu aimerais ne pas retourner à l'école et aller assez rapidement dans le monde du travail. Concrètement, tu peux très bien te retrouver dans une entreprise à faire un test, un stage. Généralement, les stages, c'est dans le cadre de l'école. Donc, quel que soit le type de formation, c'est généralement par le biais d'une formation école, BEP ou quelque chose comme ça, qu'on fait des stages. Donc, les stages, c'est une très bonne opportunité pour éventuellement trouver un emploi par la suite. Et donc, effectivement, on peut se retrouver embauché derrière. En fait, ça va dépendre finalement de l'impression que tu vas avoir donnée, du résultat finalement de ce stage, si les employeurs sont satisfaits et qu'ils ont envie de te laisser ta chance pour un emploi réel, un CDD ou un CDI, ça peut être une très bonne chose. Après, suivre spécifiquement une formation pour se former au métier, on peut se former sur le tas, sur le terrain, comme on dit, mais on peut aussi effectivement aller dans un centre de formation, aller à l'école en fonction de l'âge que tu as, pour obtenir un diplôme qui est spécifique au métier de secrétaire. Donc, est-ce que c'est rémunéré? Ça va dépendre de la formation aussi. En fait, ce qu'il faut, c'est se renseigner exactement sur ce que tu veux concrètement. Qu'est-ce que tu veux faire? De quelle manière tu veux fonctionner? Tu peux très bien, sans aucun diplôme, sans expérience, rien du tout, aller frapper aux portes et tenter ta chance. En fait, qui ne tente rien n'a rien. Donc, j'ai envie de te dire, si tu veux le tenter, tente-le. Après, c'est vrai qu'aux yeux des employeurs, un minimum d'expérience, donc je ne parle pas des diplômes, mais je parle quand même un minimum d'expérience, d'efficacité au poste est quand même assez nécessaire quand même pour qu'ils puissent te mettre au poste et être assez serein de t'avoir mis à cet endroit. Après, concrètement, un diplôme est toujours un petit plus, mais ce n'est pas une obligation, ça dépend vraiment des employeurs. Je ne pense pas que tout le monde se fige qu'au diplôme parce qu'on peut avoir fait énormément d'études, on peut avoir beaucoup de diplômes mais n'avoir aucune expérience et donc ne pas être apte
à travailler concrètement au poste auquel on pourrait prétendre en fonction de nos diplômes. Donc ça, pour moi, ça ne veut rien dire, mais je pense que, et là, j'ai pas ton âge, je ne sais pas à quel niveau d'études tu es exactement, je ne sais pas ce que tu as fait comme études, puisque tu me dis que tu es étudiante, je ne sais pas où tu en es, mais concrètement, un minimum d'expérience est quand même assez, assez utile en fait, voilà, pour avoir un peu plus de chance. Donc, faire un stage, c'est très bien. Va taper aux portes, tente-le. Et si ça se passe bien, bah, tant mieux, tente ta chance pour être embauché. Sinon, tu n'es pas obligé de retourner à l'école, mais tu peux suivre des formations à distance. Et selon ce que tu veux concrètement développer, il existe plein de centres différents. Voilà, tu peux aller vers la branche qui t'intéresse le plus et faire bah, cette école à distance. En fait, tu n'es pas obligé d'aller à l'école comme, comme on pourrait dire quand on est vraiment plus jeune et qu'on retourne pendant 2 ans à l'école. Si tu le souhaites, j'ai également des formations qui sont dédiées au métier de secrétaire et de secrétaire indépendante, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit utile pour toi maintenant. Je pense que tu as besoin voilà, d'apprendre vraiment le métier sur le terrain et qu'à mon avis, il vaut mieux quand même que tu ailles au contact direct des entreprises et pourquoi pas bah, passer par Pôle emploi qui peuvent éventuellement t'accompagner là-dessus ou te rapprocher de la mission locale proche de chez toi parce que bah, ils sont là pour ça, ils sont là pour les jeunes, donc je ne sais pas quel âge tu as, mais en gros, ils sont là pour aider les jeunes à trouver des stages, à trouver des contrats d'apprentissage, des contrats, des premiers CDD, etc. Donc, moi, je te conseille vraiment de te rapprocher de ces administrations qui sont vraiment dédiées pour aider les jeunes à trouver leur voie, en fait, tout simplement. Donc là, on passe à la question de Marine qui aimerait un peu d'aide, car elle veut se lancer dans le secrétariat indépendant. Elle a déjà 2 clients, ok, mais quelques questions sur la facturation. Donc la question c'est, pour avoir de l'aide, y a-t-il une contrepartie financière? Alors concrètement, Marine, si tu as des questions, en fait pose-les-moi, il n'y a pas de souci, je réponds. Donc comme là je suis en train de le faire, ou par mail directement. Si c'est pas moi, c'est mon assistante qui répond. Mais en fait, tu auras une réponse, je ne te demanderai pas d'argent. Donc c'est bon, tu peux m'envoyer tes questions. Après, si vraiment tu as besoin de te former sur quelque chose de spécifique, là, la facturation, j'ai une formation qui est dédiée à la rédaction de factures, par exemple. Mais n'hésite pas à me poser ta question par mail, j'y répondrai avec grand plaisir. On passe à la question de Sabrina, qui est très intéressante. Je suis très contente d'avoir cette question parce que je pense qu'il y en a plein d'autres, des secrétaires indépendantes, qui doivent se poser la même et qui n'ont peut-être pas osé concrètement demander ou en tout cas se renseigner clairement là-dessus. Donc en fait, concrètement, Sabrina, tu es déjà secrétaire depuis longtemps. Tu as rajouté en fait, tu as rajouté la part assistante administrative sur ton auto-entreprise. Donc tu es déjà en activité, il n'y a pas de souci. Tu es donc femme d'entrepreneur et donc tu t'occupes de la paperasse de ton mari. C'est assez génial. Petit clin d'œil à une autre vidéo que j'avais faite. Et la question, c'est surtout que tu aimerais trouver d'autres clients, mais d'autres clientes. Et tu me précises bien que tu aimerais n'avoir que des clientes, donc mis à part ton mari, mais que des clientes, donc des femmes en tant que clients sur ton activité de secrétaire indépendante. Et tu me demandes concrètement si on a le droit de l'indiquer ou pas, si c'est pas illégal en fait de dire que tu veux que ce type de client et aucun autre en fait, tout simplement. Alors, donc en fait, tu me demandes mon avis concrètement et je serais contente de pouvoir te le donner. Je ne sais pas pour quelle raison tu ne veux pas d'hommes dans tes clients, mais c'est ton droit en fait. Et moi, je ne vais pas essayer de te convaincre que ce serait mieux quand même de s'ouvrir à plus de clientèle parce que tu aurais beaucoup plus de chances d'avoir des clients et quel que soit leur sexe en fait, tout simplement. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est te donner une solution pour pouvoir pallier à ton questionnement. Et moi, personnellement, ce que je pourrais faire dans ton cas, et donc je ne connais pas exactement la raison de ton choix, mais concrètement, ce que moi je ferais dans ton cas, c'est concrètement d'indiquer ma cible client et d'expliquer ce en quoi je l'aide, ce en quoi mon activité est faite pour elle. Donc concrètement, j'écrirai: j'aide les femmes entrepreneurs
à développer leur activité en réalisant telle ou telle tâche. Et donc, dans ces cas-là, tu resserres tout simplement ta cible au bon endroit et tu évites à quelqu'un d'autre de venir te contacter et de devoir refuser finalement d'intervenir pour lui. Donc, de cette manière, en fait, tout simplement, les hommes ne se sentiraient même pas concernés par ton activité et ne prendraient même pas la peine de te contacter et tu n'aurais pas à refuser quoi que ce soit. Donc, dans ces cas-là, ça ne poserait aucune difficulté puisque ce ne serait pas de la discrimination ou du sexisme ou quoi que ce soit d'autre. Non, en fait, tu aurais juste précisé ce à quoi ton entreprise sert, ce que ton entreprise fait concrètement. Ton entreprise, elle est là pour aider les femmes qui font tel métier, qui font telle chose dans la vie et en leur proposant tel ou tel service. Donc en fait, à toi exactement de savoir à quel type de cliente tu veux parler, qu'est-ce qu'elles font concrètement et ce en quoi tu peux leur être utile et de créer ta phrase j'aide les femmes à faire telle chose en les assistant sur telle ou telle tâche, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu vas travailler pour pouvoir l'écrire clairement et finalement ne pas être obligé de refuser qui que ce soit. Donc, personnellement, c'est vrai que on pourrait se demander pourquoi tu veux bloquer l'accès à d'autres clients, mais en même temps, ça s'appelle cibler sa clientèle. Et cibler sa clientèle, tu le fais parfaitement dans ces cas-là. Donc, personnellement, je ne pense pas que ça pose de difficulté à partir du moment où tu ne refuses pas l'accès à un lieu public à quelqu'un. Donc, voilà, moi, c'est mon avis. Après, voilà, je t'ai donné une petite astuce pour pouvoir contourner un petit peu ta difficulté. J'espère qu'elle te sera utile et n'hésite pas à me dire si, en fait, si tu as réussi à trouver ta phrase et à pouvoir mettre ça en avant de manière complètement fluide, sans difficulté. Petite précision, tu m'écris que au final, tu penses que ce sont plus les hommes qui ont besoin de secrétaires et donc du coup, tu désespères à trouver aussi par conséquent des clientes. Alors sur ça, je vais du coup te contredire un petit peu. Je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a énormément et de plus en plus de femmes entrepreneurs, de femmes qui se lancent, qui ont besoin d'être assistées parce qu'elles ont des business qui fonctionnent super bien et qu'elles n'ont pas le temps d'être partout parce qu'elles sont mamans aussi, elles sont femmes et qu'elles ont besoin de temps pour elles. Donc ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu peux être parfaitement utile à ces femmes-là qui sont sur tous les fronts et qui ont besoin d'être assistées sur certaines tâches, que ce soit dans leur vie perso, dans leur vie pro. Et je vais te donner mon cas en exemple. Je suis maman, entrepreneur et je suis une femme au passage, j'ai quand même besoin de temps pour moi. Donc, forcément, j'ai eu besoin d'être assistée et j'ai trouvé mon assistante qui m'aide finalement dans mon activité. Comme ça, j'ai le temps quand même de m'occuper de mes enfants, j'ai le temps de prendre du temps pour moi et mon activité roule et je peux déléguer des choses que je n'ai pas le temps, dont je n'ai pas le temps de m'occuper. C'est également le cas d'autres clientes que j'ai toujours en secrétariat, en l'occurrence une grande avocate qui délègue. Forcément, c'est une avocate, elle est d'une certaine manière entrepreneur aussi, et du coup, en fait, elle a besoin d'être assistée. Donc finalement, ça ne pose pas de difficulté de cibler que des femmes parce que nous sommes de plus en plus à créer des business et surtout à avoir des business qui fonctionnent. Et donc, on a forcément besoin d'être aidé, que ce soit sur le pro ou sur le perso. Donc, pour moi, c'est pas un mauvais choix et je pense que tu peux y aller, tu peux cartonner là-dessus avec vraiment sortir du lot en fait de toutes les autres secrétaires qui veulent intervenir que pour les artisans. Donc, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, j'espère que ma réponse t'aidera et que tu arriveras à créer ta phrase d'accroche qui te permettra finalement de bien cibler les clientes que tu vises et que ça te permettra d'obtenir des résultats et surtout que tu t'enlèveras ce blocage de ta tête. Donc n'hésite pas à m'envoyer une copie de ta phrase d'accroche, ça me ferait très plaisir de la lire. Alors on va passer à la question de Marie-Sophie. Alors, qui me souhaite une très bonne année et toi aussi, très bonne année, merci beaucoup. Donc, cette année, tu es enfin prête à te lancer complètement dans ton activité de secrétaire indépendante. C'est génial, félicitations. Alors cependant, j'aurais des questions dont je n'arrive pas à trouver de réponse. Serait-il possible qu'on se téléphone un de ces jours car c'est compliqué de t'expliquer par mail? Alors malheureusement, je ne peux pas en fait téléphoner à tout le monde. C'est un peu compliqué parce que je reçois beaucoup de demandes. Donc ça me fait très plaisir, c'est pas le problème. La seule chose, c'est que c'est beaucoup plus simple d'écrire par mail forcément.
D'ailleurs, j'en profite pour préciser que tous les messages qui sont envoyés sur Messenger, sur Instagram, les commentaires qui sont sur YouTube, sur TikTok, enfin en fait tous les trucs, en fait je peux pas répondre à tout le monde, ça fait trop de choses. Donc je me consacre aux mails. Et en fait, du coup, s'il y a des questions, il faut les envoyer par mail parce que c'est là où, en fait, où je suis sûre que je vois tout et que ce soit mon assistante ou moi, on peut répondre assez facilement et on essaye de répondre le plus rapidement possible à toutes les demandes. Donc, d'où les FAQ pour pouvoir du coup répondre aussi plus facilement un petit peu à tout le monde. Donc, ça aurait été avec grand plaisir. La seule chose, c'est que ça ne va pas être possible. Donc, si tu veux m'écrire un email, il n'y a aucune difficulté. Je prendrai le temps de te répondre sans aucun souci. Et même si tu me dis que c'est compliqué à expliquer par mail, n'hésite pas à écrire comme tu pourrais parler, ça ne me pose pas de difficulté. Je décrypterai le mail, il n'y a pas de souci, et je t'y répondrai le plus vite possible. Alors, on passe à la question de Julie qui me parle du salariat déguisé. C'est une très grande question que beaucoup se posent. Et elle me demande s'il y a un nombre d'heures maximum par semaine à respecter par client. Parce que, évidemment, on ne trouve pas de réponse concrète sur Internet. Et sur les forums, chacune va donner son propre avis sur la question. Donc effectivement, moi-même, je suis allée regarder sur Internet et je ne trouve pas de réponse extrêmement précise sur un nombre d'heures précis. Mais en fait, concrètement, ce qu'on peut trouver, c'est que pour que ce soit requalifié et qu'il y ait une sorte de salariat déguisé, en fait, l'URSSAF va se baser sur plusieurs choses différentes. Et donc, là, je vais lire un petit peu ce que j'ai trouvé. Et donc, pour démontrer pour qu'il y ait requalification, il va falloir qu'il démontre qu'il y ait une relation de subordination. Et donc, est-ce qu'on est obligé d'aller travailler dans les locaux de l'entreprise? Est-ce qu'on doit respecter des horaires précis de l'entreprise? Est-ce qu'on doit utiliser des outils de travail de l'entreprise? Est-ce que le client a proposé cette période de travail en indépendant à titre de période d'essai avant de proposer un contrat de travail? Est-ce que c'est l'entreprise qui fixe lui-même les tarifs de l'indépendant ou si l'indépendant a bien fait son devis lui-même et a imposé ses tarifs? En fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Il n'y a pas que le fait de faire un certain nombre d'heures parce que bien souvent, on va faire une mission qui va être peut-être ponctuelle et pour laquelle, en fait, pendant, je sais pas, peut-être 2 mois, on va travailler tous les jours dans la même entreprise pour réaliser une mission précise. Et donc, en fait, c'est pas vraiment le nombre d'heures qui va compter, c'est le fait que pour faire cette mission, on avait besoin d'y passer autant de temps. Donc, ce ne sera quand même pas du salariat déguisé puisque c'était vraiment une mission ponctuelle pour laquelle on est allé faire quelque chose de bien précis qui avait un commencement et une fin. Et donc, toute cette durée a pris tant de temps. Donc finalement, c'est pas ça qui va rentrer en jeu, ça va être tout ce qui va aller autour et en gros les conditions de travail et les conditions dans lesquelles l'entrepreneur, la secrétaire indépendante et l'entreprise vont travailler en fait finalement. Donc en fait, le nombre d'heures. Moi, je partirais du principe finalement quand on est sur un contrat de prestation qui est récurrent, qui est régulier en fait pour un client pour lequel on va intervenir toutes les semaines, ce serait que en fait finalement le nombre d'heures ne dépasse pas le minimum pour un salarié. Et donc, ce qui montrerait que l'entreprise pourrait avoir un besoin bien plus important que de faire appel à un indépendant. Donc, en principe, moi, je dirais ne pas dépasser 20 heures par semaine pour vraiment respecter ce cadre-là. Si je ne dis pas de bêtises, on ne peut pas faire des contrats, si je ne dis pas de bêtises, à partir de 20 heures par semaine, on pourrait être enclin à avoir besoin en fait, d'avoir un salarié qui soit réellement sur place. Donc, en fait, moi, je serais plus sur faire cette distinction. Est-ce que l'entreprise pour laquelle je travaille a vraiment un besoin qui nécessiterait d'avoir une personne à temps plein ou même à mi-temps, mais dans les locaux vraiment rattachés à l'entreprise, ou est-ce que son besoin est assez ponctuel et ne nécessite pas l'intervention d'un salarié, mais plutôt d'une indépendante qui viendrait en soutien, qui viendrait vraiment faire une petite assistance de temps en temps pour aider l'entreprise dans certaines démarches particulières. Donc en fait, moi je ferai la distinction sur ça. Je ne me figerai pas que sur le nombre d'heures par client.
Mais voilà, après, si vraiment il fallait un nombre, moi je dirais qu'il faudrait peut-être faire attention, voilà, à pas que par semaine, à ne pas dépasser peut-être 20 heures. Donc c'est fini pour cette petite FAQ. J'espère que les réponses vous seront utiles à toutes. Si vous avez des questions, si vous avez, voilà, si vous vous demandez comment ça fonctionne pour l'activité de secrétaire indépendante, comment on procède, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à envoyer un email, on se fera un plaisir de vous répondre, ou sinon à vous inscrire directement aux emails privés. Ce sont des emails gratuits que j'envoie plusieurs fois par semaine, qui regroupent beaucoup de conseils, d'informations sur le métier de secrétaire et de secrétaire indépendante, mais aussi beaucoup de partage de ma propre expérience et également énormément de motivation pour la réalisation de votre projet. À bientôt dans une prochaine vidéo.